Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler du structure binding. Et vous allez voir, ça va faire écho à la vidéo de la semaine dernière sur l'initialisation par agrégation, car nous allons retrouver une syntaxe très similaire. Alors nous allons commencer par voir la syntaxe, puis nous allons voir ce que nous pourrons faire avec. Alors on va prendre une structure caractère, elle a deux membres, un unsigned int et une string. Nous pouvons récupérer ces éléments directement décomposés à l'aide de cette syntaxe. Ainsi, la variable level sera créée et initialisée avec le membre mLevel, et la variable name avec le membre mName. Pour réaliser une récupération par référence, il faudra rajouter l'esperluette juste après notre auto. Et ainsi, level et name seront des variables qui seront passées par référence, et du coup on pourra directement modifier ces attributs. Alors, cependant, il existe des contraintes. On récupère dans l'ordre de déclaration, comme on a pu le voir la semaine dernière, donc j'y reviendrai pas plus, mais pas seulement. Cette syntaxe est faite pour récupérer tous les membres d'un objet. Ils doivent donc être tous visibles pour l'objet appelant. Alors, pour voir un peu plus ça, on va vraiment prendre un exemple assez moche, mais c'est ce qui m'a paru le plus clair. On a une classe A avec deux membres publics et un membre privé. Cette classe a mis B comme classe ami. Dans B, on retrouve une méthode test qui crée un objet T et on peut décomposer cet objet sans souci, car pour la classe B, toute la classe A est visible. À l'inverse, si nous sommes dans notre méthode main, nous ne pourrons pas décomposer l'objet T car le membre MX est privé et n'est pas visible depuis le main. Il y aura donc une erreur au moment de la compilation. Alors on va ajouter une méthode info à notre classe caractère. C'est simple, elle retourne un tuple. Depuis le C++17, il est possible de déclarer une variable dans un if, puis de réaliser un test. Donc ce qu'on va utiliser, et ça permet de borner grandement la portée et l'utilisation des variables. Sinon, on aurait dû créer cette initialisation, la mettre à l'extérieur d'un if, donne une portée de vie de ces variables beaucoup plus grande que si on les met à l'intérieur du if. Et par la suite, on peut directement faire notre test qu'on voudrait faire sur le level pour savoir si on peut, si on rentre dans l'if ou non. Et on peut imaginer après qu'on pourrait afficher notre name et faire d'autres choses. Le but ici, c'est on récupère tout au même endroit, on évite plusieurs accès, et surtout, en fait, vu que notre méthode info, c'est elle qui nous retournerait nos informations, on évite de l'appeler à plusieurs fois en récupérant ou en les déclarant à l'extérieur, puis seulement tester. C'est une simplification un peu qui est faite ici. Pour finir, on va imaginer que nous disposons d'un vecteur comprenant des personnages, et nous voulons le parcourir tout en utilisant l'index de ces derniers. Alors il y a plein de versions de faire ça, mais le but est de vous montrer les possibilités autour de cette syntaxe. Donc on va choisir la version la plus rigolote. Ici, nous allons déclarer un tuple qui va prendre l'index de notre vecteur, du coup notre vecteur V, ici je ne l'ai pas mis, mais il contient du coup une liste de personnages qui ont été tous initialisés avec des valeurs différentes, et donc suivi de deux itérateurs représentant le premier et le dernier élément de notre vecteur V. Puis nous gardons un parcours classique, c'est-à-dire qu'on vérifie que first est bien différent de last, puis on incrémente notre i et notre first. Dans notre for, nous pourrons donc utiliser notre index, et ce dernier n'existera que dans le contexte du for. Le but ici est vraiment de vous montrer qu'avec les nouvelles syntaxes de boucle, il est quand même possible de déclarer plusieurs variables existant seulement pour une boucle. Une écriture par exemple plus naïve, en utilisant toujours les nouvelles formes de boucle, ressemblerait à ça. Bien entendu, avec un for int i égale 0, i inférieur à la taille de mon vecteur, blablabla, j'aurais eu l'index, et il n'y aurait pas eu de souci. Mais voilà, le but ici, c'est de vous dire, des fois on se rend compte, on écrit notre code, on utilise une nouvelle syntaxe, on se dit, ah bah mince, j'ai besoin de l'index de mes éléments, ou d'autres choses, je suis obligé de le déclarer à l'extérieur, et c'est pas très joli. Là ici, on contextualise, on garde le contexte de notre i. Notre i est seulement utile et intéressant d'exister dans notre boucle for. Et bien très bien, avec la première syntaxe montrée, ce i répond à notre problématique, à savoir
il irait juste vivant, entre guillemets, dans notre boucle for. Alors encore une fois, je montre des syntaxes qui peuvent être un peu perturbées en première lecture, ne soyez pas friands en les voyant, elles s'expliquent, et je pense qu'on vous les montrant justement dans des formes très simples, elles seront plus faciles à appréhender quand vous-même vous tomberez sur du code normé C++17 ou C++20, etc. Voilà, normé sur des choses que potentiellement vous n'avez pas forcément appris à l'école ou autre, ou que vous n'utilisez pas de manière récurrente. Donc voilà, le but c'est encore une fois de les utiliser dans des contextes très simples, voir à quoi ça sert, à quoi ça correspond, et puis après ça rentre, on les assimile et on comprend quand on arrive sur du code qui les utilise. En tout cas, si ce contenu vous a plu, qui vous a été utile, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.